Il est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 31 mai. À la une ce soir, les audiences du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a reçu ce jeudi le président de la Commission de l'Union africaine et le premier ministre bissau-guinéen. Dans ce 20 h également, le séminaire sur la compétitivité en Afrique de l'Ouest, séminaire en présence du Premier ministre qui a présenté les réformes engagées par le gouvernement ivoirien pour relever des défis. Et nous sommes jeudi, vous aurez droit à votre dossier politique consacré ce soir à l'enrôlement des nouveaux majeurs. Quel enjeu politique pour 2020? La réponse dans ce 20 h. Et enfin, on ira au Kenya où le président et le chef de l'opposition demandent pardon au peuple pour les mots assassins échangés lors des élections controversées de 2017. Le scrutin a fait au moins 100 victimes. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Je vous propose de commencer ce 20 h par l'agenda du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a reçu ce jeudi le président de la Commission de l'Union africaine pour faire le point des réformes conduites par son institution. Également, le chef de l'État a échangé avec le premier ministre bissau-guinéen sur le processus de retour à la stabilité dans ce pays. Le compte-rendu de Mahama Traoré commenté par Awa Touré. 2018, un tournant majeur pour la réalisation de l'agenda 2063. Cet agenda, initié par l'Union africaine, est un plan d'action visant à faire de l'Afrique un continent prospère dans les 45 prochaines années. Pour y arriver, l'institution panafricaine a lancé cette année des réformes majeures. L'état d'avancement de ces réformes était au cœur de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président de la Commission de l'Union africaine. Les chefs d'État et de gouvernement ont lancé 3 projets phares de l'agenda 2063, à savoir la zone de libre-échange continentale. Il y a également le protocole sur la libre circulation des personnes et du passeport africain et également le marché unique de transport aérien en Afrique. Vous savez que le président Ouattara est le champion dans la mise en œuvre de l'agenda 2063. Donc, je suis venu m'entretenir avec le président. Je peux vous dire que ces projets avancent. Nous commençons déjà à enregistrer les ratifications pour ce qui concerne l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Nous sommes également à peu près d'1 mois du sommet ordinaire de l'Union africaine qui va se tenir à Nouakchott. Et donc, j'ai échangé également. J'ai recueilli les conseils et les orientations du président Alassane Ouattara. Sur l'ordre du jour, nous avons également la réforme qui avance. Et je pourrais dire, et j'en remercie chaleureusement le président, la Côte d'Ivoire, qu'il s'agisse des aspects financiers ou institutionnels, est à l'avant-garde de cette importante réforme de l'Union africaine. Le chef de l'État et son hôte ont également abordé l'actualité du continent et notamment l'évolution de la situation politique en Guinée-Bissau. D'ailleurs, le tout nouveau Premier ministre de ce pays est arrivé ce jeudi à Abidjan. Reçu au palais présidentiel, Aristide Gomes affirme que son pays se remet progressivement sur la voie de la stabilité. La Côte d'Ivoire est toujours restée du côté de la Guinée-Bissau et a toujours pu accompagner la Guinée-Bissau dans des moments difficiles. Le président Ouattara demeure toujours la clé de voûte, n'est-ce pas, de ce processus d'accompagnement de la Guinée-Bissau en vue de la stabilisation pour que la Guinée-Bissau puisse se retrouver dans ses efforts de reconstitution de l'État en vue d'un développement économique et social. Pour rappel, Aristide Gomes a été nommé Premier ministre de la Guinée-Bissau le 14 avril dernier à l'issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
Le Premier ministre, lui, a ouvert ce jeudi le séminaire régional sur la compétitivité en Afrique de l'Ouest, séminaire qui a pour thème compétitivité en Afrique de l'Ouest, état des lieux et perspectives. Amadou Gon Coulibaly a présenté les réformes engagées par le gouvernement ivoirien pour assurer la compétitivité de l'économie ivoirienne. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. Regard croisé de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et du Forum économique mondial sur la compétitivité de l'économie ivoirienne. La tenue de ce séminaire est l'occasion pour les différents acteurs des secteurs publics et privés d'échanger sur les réformes mises en œuvre en vue d'améliorer l'environnement des affaires. L'enjeu pour nous est bien sûr de doter notre pays d'un avantage comparatif au sein de la sous-région, en Afrique et dans le monde. Ce séminaire en Afrique de l'Ouest vient à point nommé, car il se situe dans un contexte relativement favorable, où la croissance du PIB dans l'UEMOA se situe à un niveau encourageant comparativement à la plupart des espaces économiques dans le monde. Si la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest a stagné au cours de la dernière décade, certaines économies, comme celle de la Côte d'Ivoire, ont connu une croissance rapide. Ceci en raison des réformes engagées par le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien a mené des réformes visant à améliorer l'environnement des affaires à travers notamment la simplification et la dématérialisation des procédures administratives. Il y a également au titre de la gouvernance, la mise en place de la haute autorité pour la bonne gouvernance et la mise en place récente de la Cour d'appel du commerce le 17 mai dernier. En Côte d'Ivoire, nous investissons annuellement 30% du budget de l'État dans le financement des infrastructures. En ce qui concerne l'éducation, nous allouons plus d'un tiers de notre budget annuel aux dépenses sociales, en particulier dans les domaines de l'éducation et de la santé, en mettant l'accent sur l'égalité des sexes. Malgré un environnement économique difficile, la Côte d'Ivoire continue de maintenir son taux de croissance. Celui-ci était de 7,8% en 2017. Organisé en collaboration avec le Forum économique mondial, ce séminaire est le premier du genre à se tenir en Afrique de l'Ouest francophone. Il marque la volonté de cette organisation internationale de se rapprocher de la réalité du terrain et de s'imprégner de l'expérience de ses membres. En bref, le deuxième sujet en économie porte sur la notation financière. C'était la deuxième édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire qui a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement. Le reportage d'Olivier Iriebi dans nos prochaines éditions. Et puis, depuis Yamoussoukro, l'ancien directeur général du FMI, Michel Kandassus, fait une projection du continent africain en 2050. Ce jeudi, il a échangé avec la jeunesse de Côte d'Ivoire à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny autour du thème « Défi de l'émergence pour la jeunesse africaine ». C'était en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Nous y reviendrons également aussi dans nos prochaines éditions. On en vient au dossier politique de ce 20h. Les partis politiques à la conquête des nouveaux majeurs dans le cadre de la révision de la liste électorale. L'opération aura lieu du 18 au 24 juin 2018. En quoi consiste la stratégie d'approche de ces partis politiques? Ces nouveaux majeurs, quel enjeu politique pour 2020? C'est le dossier politique de ce jeudi signé Herman Guivet. 22 mai 2018, commission électorale indépendante, les partis politiques invités à s'approprier la campagne d'explication et de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de la révision de la liste électorale, avec comme cœur de cible les nouveaux majeurs. Cette opération devra permettre de recenser de nouveaux majeurs qui viennent d'avoir 18 ans révolus, ainsi que d'anciens autres qui n'avaient pas encore jugé utile de se faire inscrire sur la liste électorale ou ne l'avaient pas encore pu pour une raison ou une autre. Commence alors l'opération séduction engagée par les partis politiques auprès des nouveaux majeurs, cette potentielle population électorale qui a bien conscience du filon d'or qu'elle représente. C'est comme une brique dans une maison. Nous ne sommes pas la maison, mais nous sommes quand même la brique qui sert à construire la maison. Est désigné comme nouveau majeur toute personne qui vient d'avoir ses 18 ans. Mais voilà, quand on a 18 ans, on n'est pas toujours intéressé
par les champs de la politique. Bon, en tant que jeune, ça ne m'intéresse pas trop. Mais bon, c'est la vie de la Côte d'Ivoire, donc il faut y participer. Parfois, il y a d'autres présidents qui viennent disent qu'on va venir, on va faire, mais quand ils viennent, on ne voit rien. On ne voit rien, donc c'est ce qui nous décourage. Que représente cette population évolutive en termes de chiffres? Pour le savoir, direction les locaux de l'INS, l'Institut national de la statistique, ou des méthodes de projection pour envisager ces chiffres à l'horizon 2020 et même 2030 existent sur la base du recensement général de la population et de l'habitat de 2014. En 2018, actuellement, nous devons pouvoir avoir 1 393 070 nouveaux majeurs. Et en 2019, nous devons avoir 1 903 921. Ce qui fait qu'en 2020, tout cela mis ensemble, nous allons pouvoir totaliser avec l'estimation du RGPH 2 407 790. C'est une population importante et qui va se déverser sur l'ensemble des 18 ans et plus, qui va totaliser en 2020 environ 13 894 205 personnes, ce qui représente près de 53% de la population en 2020. 13 894 205 personnes, soit 53% de la population en 2020. De quoi aiguiser davantage l'appétit des partis politiques qui ne lésineront pas sur les moyens pour s'arracher les faveurs de cette manne électorale. Au PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, on se prépare à investir le terrain. Nous nous appuyons sur nos démembrements et nous sommes en train de nous organiser à nous déployer sur le terrain. Et nous-mêmes, nous avons, au niveau de la jeunesse du PDCDA, nous avons une caravane, nous avons une grande réunion et à partir de cette réunion, la semaine prochaine, nous allons envahir le territoire à partir de Dabou. Au rassemblement des Républicains, côté rue Le Pic, les rencontres entre collaborateurs s'enchaînent, les propositions d'approche se multiplient. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes s'intéressent à tout ce qui touche la vie de la nation, tout ce qui les touche directement ou indirectement, mais ils le font soit à travers les réseaux sociaux ou à travers la participation à des activités et autres. Mais tout cela n'aura de sens que s'ils sont réellement électeurs. Nous avons eu une série de réunions, des manifestations de sensibilisation sont en cours, les différents départementaux du RDR ont été instruits par la direction du parti pour prendre toutes les dispositions dans les différentes localités et faire en sorte que le maximum de nos sympathisants au nom du RDR et du RHDP soient inscrits sur la liste électorale. Côté UDPCI, on a bien conscience du volume électoral que représentent ces futurs électeurs. Le sujet est d'une importance capitale et ils ont choisi de mettre en exergue l'expression de l'acte citoyen. Pour l'UDPCI, c'est une frange importante de la population qu'il faut écouter, dont il faut tenir compte, qu'il faut inclure dans l'offre politique à faire aux Ivoiriens. C'est pour ça que nous organisons des missions, vont partir sur le terrain, non seulement pour les sensibiliser, mais aussi pour amener nos responsables locaux à les prendre en charge dans tout le processus qui conduira donc à la révision de la liste électorale. Des nouveaux majeurs, conscients et bien au fait des attentes du politique. Ça consiste d'abord à s'inscrire, nous jeunes qui avons l'âge de 18 ans, qui sommes propres à voter, aller aux urnes et donner la voix au président que tu veux qu'il soit élu. Un langage en adéquation avec celui des partis politiques, campagne de sensibilisation et de proximité intensive. Le regard de notre expert. Les partis politiques, pour intéresser la jeunesse, puisque c'est le plus grand défi, vont essayer de mettre en place un système de sympathie. Alors la sympathie, pourquoi? Parce que les jeunes sont sensibles à tout ce qu'il y a comme discours empathique, notamment pour comprendre les difficultés, les aspirations. Il faut cette fois-ci tenir compte de nouveaux paramètres. Cette jeunesse est une jeunesse instruite, assez critique, et qui jugera d'abord les partis politiques sur la base de leur programme politique. Que convient-il de dire ou de ne pas dire, de faire ou de ne pas faire? Comment intéresser de ce point de vue-là les jeunes à la politique? Il faut que les partis politiques aient la capacité de pouvoir prononcer un discours empathique, qui n'est pas moralisateur, comme d'habitude. Il faut un discours qui se rapproche de la jeunesse, de sa culture, de son langage, de ses aspirations politiques. Et chez les jeunes, il y a une volonté générale de s'impliquer aussi dans la vie politique. Il faut en tenir compte.
Ils seront ménagés et courtisés au regard de ce qu'ils représentent dans la balance électorale. Des nouveaux majeurs qui voudront également participer au développement de leur pays, la Côte d'Ivoire. J'aimerais que mon pays soit comme les autres pays développés, encore plus même s'il le faut. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est vrai, notre pays, le président il est en train de travailler, mais on aimerait qu'il double encore d'efforts. Parce que tout le monde, on dit Paris, Paris, Côte d'Ivoire aussi peut être France, Côte d'Ivoire aussi peut être Paris. À cause de tout ça, moi, je veux voter. Des nouveaux majeurs qui ont fait le choix de ne pas seulement représenter des chiffres sur un diagramme, mais de devenir surtout une force de décision et de proposition pour les potentiels courtisans. Voilà, c'était le dossier politique consacré aux nouveaux majeurs. Quel enjeu politique pour 2020? Dossier signé Herman Guivet. Dans ce 20h, il faut savoir que les informations concernant le transporteur, la marchandise, le lieu de chargement et la destination sont inscrites dans un document appelé le document unique de transport. Il est obligatoire à chaque voyage à l'intérieur et aux frontières de la Côte d'Ivoire. Le DUT est en vigueur dès le 1er juin. Cérémonie de lancement aujourd'hui à Abidjan avec Justine Sey Djiké. Le document unique de transport routier des marchandises DUT est désormais en vigueur à l'intérieur et aux frontières de la Côte d'Ivoire. C'est une solution numérique pour améliorer la traçabilité des marchandises. La mise en place de ce document unique de transport sur la base de la dématérialisation de la lettre de voiture permet aujourd'hui effectivement d'avoir un environnement beaucoup plus, on va dire, assaini au niveau des documents de suivi des transports de marchandises en Côte d'Ivoire. Le transport routier de marchandises revêt une importance capitale pour l'économie nationale, vu le flux de camions de transport de marchandises en provenance des pays de l'Interland qui transitent par la Côte d'Ivoire, vu également le volume de marchandises acheminées au-delà de nos frontières sans omettre le trafic national. Le DUT coûte 2500 francs CFA, se crée en ligne sur les sites www.oic-dut.com ou www.oic.ci. Les transporteurs routiers de marchandises sont appelés à s'approprier le document. C'est toutes les parties prenantes aujourd'hui qui doivent se donner la main pour que véritablement les intérêts recherchés par la mise en œuvre de ce DUT-là soient retrouvés en termes de fluidité routière, en termes de tarifs de transport, en termes de saine gestion et en termes de lutte contre les corsaires qui vraiment détériorent aujourd'hui, banalisent aujourd'hui le transport de marchandises en Côte d'Ivoire. Les propriétaires de marchandises saluent la création du document mais sont sceptiques quant à la mise en œuvre pratique. Nous sommes les premiers concernés par rapport aux transporteurs. Parce que c'est nos marchandises qui sont transportées et c'est nous qui payons. Lorsque vous prenez un document DUT à Abidjan, que vous allez à Boaké, si les camions tombent en panne en cours de route, vous faites un transbordement. Vous n'avez plus le document, ne répondra plus parce que ce ne sera pas le même numéro de camion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre notre document en lieu et place ou bien continuer avec l'autre document. Et au niveau aussi des tracasseries routières, est-ce que ce document va répondre? Le DUT est obligatoire pour chaque chargement de marchandises. Tout transporteur routier de marchandises qui n'est pas muni au préalable de ce document ne peut effectuer de voyage. Au chapitre santé, on s'intéresse à la clôture de la 71e Assemblée mondiale de la santé à Genève. D'importantes résolutions ont été prises pour redynamiser l'Organisation mondiale de la santé et surtout pour relever les défis actuels au niveau du secteur de la santé. Mamadou Kouassi revient de Genève. Fini pour la 71e Assemblée mondiale de la santé. La fin d'un rendez-vous qui marque un nouveau départ pour l'Organisation mondiale de la santé. D'importantes résolutions ont été adoptées au terme de ces jours de réflexion et de partage d'expériences. Au nombre de ces résolutions, l'élaboration d'un plan stratégique quinquennal 2019-2023, prenant en compte la couverture sanitaire universelle pour l'ensemble des populations, la protection des populations en cas de situation sanitaire d'urgence et un meilleur état de santé et de bien-être. La nutrition et la lutte pour l'éradication de la poliomyélite occupent également une place importante dans ce projet du directeur général de l'OMS. Pour le docteur Tedros Adhanom,
Si le progrès de la nutrition a connu un retard et une inégalité, les États membres de l'OMS doivent tout mettre en œuvre pour améliorer davantage une meilleure santé du nourrisson, de la mère et de l'enfant. Des résolutions importantes pour la délégation ivoirienne. La ministre Raymond Goudou Kofi rassure que tout est mis en place pour garantir davantage des soins de qualité aux patients. La couverture maladie universelle est obligatoire. Je souhaite que les populations ivoiriennes continuent de s'enrôler pour que nous puissions avoir la possibilité de les satisfaire quant à la mise à disposition de structures sanitaires de qualité et bien sûr à la disponibilité des médicaments qui de plus en plus seront fabriqués en Côte d'Ivoire. Sous toutes les formes, nous avons prévu la fabrication des antirétroviraux dans le cadre de la lutte contre le cancer et la prise en charge des malades du cancer. Nous avons prévu également la fabrication de génériques permettant aussi un accès plus facile donc, aux médicaments de qualité et à moindre coût. La cérémonie de clôture de la 71e Assemblée mondiale de la santé a été l'occasion pour l'OMS de distinguer ses meilleurs partenaires, surtout les ONG, qui œuvrent au quotidien pour la prise en charge sanitaire des populations défavorisées. Dans l'actualité, ce jeudi, une halte pour lutter contre le tabac. C'est donc la journée mondiale sans tabac. En Côte d'Ivoire, 14,6% de la population fume et chaque année, 5 000 personnes meurent du tabac. Une situation qui préoccupe le gouvernement ivoirien. Alors, un centre de sévrage anti-tabac a été créé au sein du CHU de Cocody pour aider les personnes dépendantes de la cigarette à arrêter de fumer. Comment fonctionne le centre et comment se fait la prise en charge des fumeurs? Reportage Sephora Zegui, commentaire Franck Quadio. Pelra Oumar, il a 26 ans. Il a rencontré la cigarette à l'âge de 13 ans pour faire comme ses camarades. Le fait de vouloir être comme la plupart des jeunes de mon âge qui fumaient, donc c'est effet de mode. Et puis il y a aussi le fait que l'odeur me plaisait. Bien sûr que ça venait des autres, ça me plaisait. Depuis quelques mois, son état de santé s'est dégradé. Déjà parce que je me rends compte que c'est une mauvaise pratique qui n'est pas en adéquation avec mes valeurs. Et je trouve aussi que fumer a rejailli négativement sur mon apparence. Voilà, sur mon apparence physique. Donc pour ces raisons-là, je voudrais changer. Arrêter de fumer, pour me trouver en bonne santé et puis être à l'aise parmi les gens. C'est décidé. Au marron avec le tabac. Ce matin, il a rendez-vous au centre de sévrage anti-tabac situé dans l'enceinte du CHU de Cocody. Est-ce que vous connaissez les conséquences liées au tabac? Le cancer de la bouche, de la peau, de la gorge, et aussi la perte de l'odorat. Vous avez oublié d'autres conséquences. Vous connaissez les conséquences cardiovasculaires? Est-ce que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la mort subite? Ce qu'on appelle crise cardiaque. Est-ce que vous savez que le tabac peut entraîner ça? Sportif, il a démarré son sévrage il y a tout juste 5 jours. Je reconnais qu'avant, je ne sentais presque rien, mais maintenant, depuis que j'ai arrêté de fumer, déjà, je sens beaucoup plus les odeurs. J'arrive à faire la différence. Je suis content. Dans ce centre, le traitement est gratuit. Pour bénéficier d'une prise en charge, il faut prendre un rendez-vous, se rendre au centre, remplir un dossier et le médecin vous reçoit. La prise en charge dure au moins 3 mois. C'est un centre qui marche parfaitement, seulement qu'on n'a pas assez de personnes qui fréquentent, de fumeurs qui fréquentent le centre. Sinon, ça marche. Ce que nous avons commencé, au début, on était un peu, peut-être à 25% des sévrés, mais je pense qu'on est monté avec le temps, on est monté aux alentours de 50 à 60% de sévrés. Moussa était un patient qui avait une addiction à la cigarette. Il est aujourd'hui sévré après une prise en charge de 3 mois dans ce centre. L'entretien, c'était le 7 février et il m'a demandé quand est-ce que j'étais prêt. Je l'ai dit le lendemain à mon réveil. Donc depuis le 8 février jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore pris une tige de cigarette. Le professeur m'a même donné des cachets de Nicorette. J'ai demandé, ça fait 27 000 et quelques. J'étais surpris quand il m'a donné. Le centre de sévrage anti-tabac existe depuis 2 ans. Plus d'une centaine de personnes y sont passées. Le programme national de lutte contre le tabagisme et les autres addictions, le PNLTA, avec le ministère, nous ont donné un stock de médicaments qu'on a utilisé. Mais ce stock est épuisé. Du coup, les malades qui viennent, on ne peut pas, même quand on a besoin de leur donner les médicaments, on ne peut pas. Et quand c'est comme ça, c'est difficile, le sévrage. Surtout que ceux qui viennent ici, ce ne sont pas des personnes qui sont riches.
14,6% de la population ivoirienne fume. Chaque année, 5000 personnes en meurent. Au niveau de la sécurité, 10 présumés trafiquants de drogue ont été arrêtés par la police à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. Ces individus avaient à leur possession 5,2 kg de drogue, valeur plus de 500 millions de francs CFA. Retour sur les faits avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. 10 présumés trafiquants de drogue, dont 9 de nationalité nigériane et 1 de nationalité ivoirienne, interpellés par les hommes de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée à Noé à la frontière avec le Ghana. En leur possession, une substance qui s'apparente à la cocaïne, le taux d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. C'est l'information qui ressort de la conférence animée par le porte-parole de la police nationale. Toutes les structures de lutte anti-drogue de la sous-région, de façon concertée, leurs actions nous ont permis ce jour, notamment depuis le 23 mai, d'interpeller ceux que vous avez en face de vous. Ils sont naturellement dans cette position parce qu'il ne s'agit que pour la police d'une présomption de culpabilité. Et donc, l'enquête qui est en cours nous permettra, une fois déférés au tribunal de première instance d'Abidjan, de conclure à leur culpabilité. L'opération a été menée conjointement par les polices des pays de la sous-région. Ces présumés trafiquants seront conduits devant le parquet d'Abidjan pour répondre de leurs actes. Et dans le domaine de l'agriculture, la mise en place du collège des producteurs de la filière EVA prend un tournant décisif avec le lancement ce jeudi du processus de recensement des producteurs à Aboisseau. Les producteurs des 18 régions ont 25 jours à compter de demain vendredi pour se faire recenser afin de reconstituer la base de données des producteurs. Et dans le domaine de l'environnement, RED+ a lancé son premier projet de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts de la Mai pour éviter le pire. En Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, il ne reste plus que 3,4 millions d'hectares de forêt, nous dit Patricia Oumouetia. Une délégation conduite par l'ambassadeur français, délégué pour l'environnement, et le secrétariat exécutif permanent de la RED+ à Diasson, village situé à 27 km d'Azopé. Dans la mise en œuvre du projet RED+, dans la région de la Mai, Diasson fait partie des 7 villages qui bénéficient du projet agriculture zéro déforestation. La délégation a donc eu des échanges avec la notabilité sur le développement participatif et la contribution des populations à la gestion des forêts. Randonnée en forêt sur cette parcelle de 3 hectares, 1 hectare de terre en jachère pour accueillir 400 pieds de cacao biologique. L'objectif est de réduire d'au moins 80% la déforestation liée à la cacaoculture à l'horizon 2030. La stratégie nationale s'appuie essentiellement sur une approche filière et une approche territoriale. Et l'approche territoriale consiste à renforcer les capacités de toutes les régions de la Côte d'Ivoire afin que ces régions s'investissent pleinement et de façon autonome dans la politique et dans la stratégie RED+, de sorte à ce que ce transfert de compétences, de connaissances que nous sommes en train de développer avec l'appui de nos partenaires puisse bénéficier à toutes les populations. La Côte d'Ivoire a adhéré au mécanisme RED+ en 2011. L'objectif de la stratégie nationale RED+ est entre autres de reconstituer 5000 hectares de terres dégradées en réintroduisant la forêt au cœur des paysages ruraux à travers la promotion du reboisement et de l'agroforesterie. Hors de nos frontières, au Kenya, le président Uhuru Kenyatta et le chef de l'opposition Raila Odinga se sont excusés ce jeudi pour les mots assassins échangés lors des élections controversées de 2017. Un geste symbolique devant appuyer leur promesse d'œuvrer pour la réconciliation dans le pays. Il faut rappeler que les violences qui ont secoué le scrutin de 2017 ont fait au moins 100 victimes. Et dans l'actualité sportive, Zinedine Zidane, bientôt 46 ans, n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Il a annoncé ce jeudi avec une voix étreinte d'émotion. Salif Ouattara. La conférence de presse a été convoquée. Manu Militari
au centre d'entraînement du Real Madrid. Un secret bien gardé par Zizou qui laisse un héritage grandiose au club merengue. 3 coupes aux grandes oreilles, 2 coupes du monde des clubs de la FIFA, 2 supercoupes de l'UEFA, un titre de champion d'Espagne en 2017, arraché de haute lutte au rival, le FC Barcelone. Tout cela en 2 ans et 4 mois de présence sur le banc du Real Madrid. Jamais dans l'histoire, un entraîneur n'avait réussi à mettre le club madrilène à ce top niveau. Madrid m'a tout donné. Et je resterai toute ma vie près de ce club, quoi qu'il arrive. Mais ma décision, elle n'a pas de sens, elle n'est pas compréhensible pour beaucoup, mais pour moi, elle a du sens. Pour moi, c'est le moment de changer. Distingué meilleur entraîneur en 2017 par la FIFA, Zizou laisse derrière lui un club orphelin, dont l'héritage sera difficile à porter par son remplaçant. Et voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci à toute la rédaction qui m'a aidé à préparer cette édition. Bonne soirée à tous.